dans Dominion, le retour de la maison Bayang. Alors que Magnus, cherchant à restaurer son honneur, se renseigne sur le champion de la maison Prostome, il découvre qu'il s'agit d'une mercenaire sanguinaire au corps lourdement modifié par la chirurgie et la génétique. La promesse d'aide de Simorga semble bien plus lourde de conséquences qu'il ne l'avait prévu. De son côté, Yara surprend un espion de Dorati, l'envoyé de la maison impériale, qui cherche à s'introduire dans les banques mémorielles de la maison. Privilégiant son opération à la santé de petites gens de la maison Bayang, elle finit par sceller le sort de l'homme lors d'un ultime entretien avec le héros impérial. Le princeps Sekos, ayant gagné en confiance grâce au sacrifice d'un agitateur plébéien, convoque ses proches pour décider de la marche à suivre. Il ne veut pas se présenter à Nico en position de faiblesse, mais marquer le retour des Bayang d'un coup d'éclat. Après que son entourage l'en a dissuadé, préférant que la maison œuvre dans l'ombre pour le moment, le golem passe un long moment à se renseigner sur son passé. Il découvre que les séquences génétiques dont il est porteur sont incomplètes, au contraire des corps, clones antérieurs de l'élu, et une des têtes dirigeantes des Bayang dissidents. Pendant ce temps, Magnus et Simorga voguent à travers l'espace pour rejoindre Nyx, la lune sur laquelle les Bayang dissidents se sont installés. En route, ils en apprennent beaucoup sur cette branche de la famille et ses dirigeants, Garat et Ekor. Le constat est terrible et les dissidents semblent bien avoir été poussés par le désespoir vers des extrémités qui les rapprochent de la trahison. Mais la nouvelle la plus marquante reste probablement les fiançailles de Garat Bayang et de la princesse mineure Tia de la maison impériale. Les dirigeants de la maison Bayang ont divisé leurs forces. Magnus et Simorga vont négocier avec les dissidents sur Nyx, alors qu'Ekos et Yara font route vers Parvati, la planète palais du seigneur Nico, pour assister à l'alignement des lunes et obtenir l'audience qui marquera leur retour sur la scène politique du Dominion et sans doute l'avenir de leur maison. Et bonsoir tout le monde. Et bonsoir. Salut. Hello. Keleren n'a pas changé son avatar. Bonsoir Keleren. Ok, j'ai fait ça de suite. La petite Morgane au passage. Simorga s'est transformé en petite fée verte, c'est pas grave. C'est ça. La guerrière éternelle toujours présente. Ok, donc 4e session sur Dominion ce soir, avec un petit résumé par Sandrone. Dans des conditions particulières, Sandrone, comme ta voix ce soir. Ouais, tout à fait, désolé. Tu es loin dans les limbes spatiales. La transmission n'est pas OP. Exactement. C'est des os, mais pas des os, c'est les vacances. Ouais, c'est ça. Ça va, tranquille quoi. Bah écoute, je te laisse la même. De toute manière, on a eu le résumé. Ouais. Je pense qu'on est tous OP sur ce qu'on doit faire. Donc ça roule. Bravo. C'est ça. On avait évoqué la dernière fois l'opportunité de gérer, avant d'attaquer cette séance, un certain flashback d'un duel pour restaurer l'honneur de Magnus. Et je vous propose de commencer là-dessus. Ah oui. Vous avez donc pris par envoyer une provocation en duel à la maison Prostome pour contester les accusations qui ont été faites contre Magnus. Et si ça vous va, on va passer assez vite là-dessus, à moins que tu veuilles détailler un petit peu la provocation et la demande que tu as faite. Je ne sais pas. Histoire de... Oui, très rapidement, la demande qui a été déposée auprès de la chambre sénatoriale qui gère ces duels judiciaires est relativement simple, sachant qu'elle porte sur 2 points. Premièrement, faire taire les rumeurs concernant ma défection auprès de la maison Bayang. Magnus avait lui-même lancé les rumeurs, mais rien ne prouve a priori que c'est lui. Donc il accuse directement la maison Prostome d'avoir lancé ces rumeurs. Ou en tout cas, il veut prouver que ce n'est pas lui. Et autre point, donc, c'est cette fameuse affaire d'espionnage industriel, pour laquelle Magnus est totalement innocent, bien évidemment. Et du coup, oui, tout va se jouer là. Bon, le risque, c'est de dégrader les relations avec la maison Prostome, mais bon, ça, c'est comme ça. Mais oui, c'est une requête officielle avec dépôt du dossier de la combattante, de l'accusé, etc.
C'est ça. Donc, la maison Prostome a répondu par l'affirmative, histoire de défendre elle aussi son honneur dans ses accusations, parce que se faire accuser de faux témoignages, etc., c'est quand même assez gênant pour leur position déjà fragile. Et il a été décidé de tenir un duel sur un terrain neutre qui est à proximité de vos deux planètes, probablement une station spatiale. Et dans cette station spatiale, où on se trouve, il y a une arène de métal avec au-dessus de cette arène en fosse des gradins dans lesquels sont présents les membres de la maison Prostome, les représentants du Dominion, mais aussi un certain nombre de plébéiens et de patriciens qui sont là pour le spectacle, pour les paris, beaucoup plus que pour la justice qui est censée y être représentée. Et j'imagine qu'on va commencer cette scène dans l'arène. Simorga face à Dame Cendre, donc une sorte de colosse visiblement modifié par la chirurgie en termes d'implants et la génétique, avec un rictus assez cruel sur son visage, qui contemple Simorga. Elle a à la main une épée dentelée qui semble avoir beaucoup servi dans ces situations-là. L'arbitre vient de déclarer le début de l'affrontement. Et d'abord, première question avant de demander à Simorga à quoi elle ressemble, est-ce qu'elle s'est préparée spécialement pour l'occasion ou pas. Première question, c'est quel type de duel avez-vous conclu? Est-ce qu'il s'agit d'un duel simplement au premier sang, un duel à outrance? Est-ce que les duels, puisqu'on n'en a pas parlé en fait, dans le Dominion, sont des affaires d'honneur qui se résolvent facilement, ou est-ce que à chaque fois qu'on se propose de s'exposer au jugement des armes, on risque sa vie? Ou tout intermédiaire qui vous conviendrait? Alors déjà, j'aurais tendance à dire que les duels sont pas forcément, en viennent pas forcément aux armes. C'est-à-dire que y a toujours une chance de pouvoir discuter une dernière fois et de se mettre d'accord et de se serrer la main, tu vois, et d'aplanir les difficultés en quelque sorte. Donc visiblement, on n'est pas arrivé jusqu'à ce stade-là. On n'a pas réussi à trouver un accord. Donc effectivement, on en vient aux armes. Je sais pas, Magnus, tu voulais, c'est genre, jusqu'à quel point t'es prêt à mettre en danger Simorga en fait? Est-ce que genre, c'est vraiment un duel à mort ou c'est un duel à l'abandon Alors, je pense que je pense que c'est plutôt un duel à mort, Simorga. Dans le sens où ça implique... Alors, c'est pas une battle de breakdance, putain. Je vais aller au bout de la logique. Il en va de l'alliance presque entre Prostome et Beiyang, donc on est vraiment dans quelque chose de fondamental et de très important. Surtout que se joue là la vie d'un plébéien, donc ça ne peut se régler que par la mort de l'un ou de l'autre, entre guillemets. Même si toi tu es une patricienne, tu me représentes à moi. Mais sachant que Magnus a pris un tel engagement et a engagé Simorga sur quelque chose d'aussi fort, il a pris du mesure. Donc si tu me permets, Sandrone, une fois qu'on aura un peu posé le décor et que la tension du combat sera un petit peu là, je ferai bien un flashback rapide pour voir si la mesure que j'ai prise passe ou pas. Et à ce moment-là, on avisera. Ça marche. Flashback dans le flashback. Attends, Inception, quoi, je veux dire. Plan dans les plans, ouais, c'est ça, quoi. Ok. Mais du coup, comment tu l'as vécu, le fait de mettre en danger Simorga? Est-ce que t'es au courant que, genre, c'est pas très grave si elle meurt? Il y aura juste peut-être une autre Simorga qui apparaîtra? Non, je suis pas vrai. Enfin,
Je suis pas vraiment au courant de ça. Je sais qu'elle est revenue, mais je sais pas quelle forme, sous quelles conditions. Je sais pas forcément. Peut-être que j'ai eu vent de rumeurs de guerrière éternelle, de culte, mais je prends ça pour une rumeur. Donc je pense pas que Magnus soit à l'aise avec ça. D'où les manœuvres qu'il a prises. Et sincèrement, j'espère que ça va fonctionner. Parce que sinon Magnus va être très très mal et va pas savoir quoi faire, quoi. Du coup, je pense que sa pleutrerie a fait que il ne s'est pas mis en avant et n'a pas accepté le duel lui-même. Mais là, il est vraiment mal, quoi. Et Simorga, du coup, pourquoi elle a accepté un tel duel à mort pour défendre Magnus? C'est fort, quoi. Ouais, bah écoute, il y a un petit peu de ça, mais je pense qu'il y a quand même aussi c'est des questions d'honneur. Et du coup, elle est vraiment prête à perdre la vie pour ça. Après, je pense qu'elle a un côté, elle sait quand même que, en règle générale, la mort n'est pas vraiment un obstacle pour elle. C'est plus une péripétie, mais pas un vrai obstacle, enfin pas un point final. Donc elle est un peu fataliste là-dessus et pas vraiment soucieuse en fait de sa santé. Ok. Très bien. Et donc Simorga, comment se présente-t-elle lors de ce duel qu'elle sait à mort? Bah du coup, je pense qu'on doit à peu près, ça doit pas changer énormément de la façon dont on la voit habituellement. C'est comme si elle était constamment prête pour un duel à mort. Donc elle a toujours ce masque d'or qui lui recouvre le visage. Là, je pense que du coup, elle a pris la version qui recouvre totalement en fait. Donc elle a cette espèce de plus ou moins d'armure d'or qui est relativement souple, mais qui recouvre notamment le torse. Toujours ces espèces de robes, pantalons au niveau des jambes, un peu comme je disais, comme dans les arts martiaux. On la voit qui est assez sobre dans sa façon d'arriver au cœur de l'arène, de préparer son arme. Donc elle combat avec un espadon qui est l'arme de duel un peu traditionnelle. Donc en gros c'est une sorte d'arme à deux mains, mais du coup ça permet d'avoir énormément de technicité dans les attaques. Notamment elle combat souvent en demi-lame, si je me souviens bien le terme précis. C'est-à-dire qu'en gros elle met la main sur la lame. À la naissance de la lame en fait, qui est pris le cours, mais qui permet du coup d'avoir pas mal de mobilité sur la lame et du coup de faire des passes d'armes qui sont assez impressionnantes, pas en termes de force, mais plutôt en termes de mobilité, quoi. Et donc ouais, elle vérifie son arme. Je pense qu'elle l'a. Donc du coup, c'est un espadon, c'est quand même un peu grand, donc elle le porte sur le côté traditionnellement, enfin habituellement plutôt. Mais en gros, ça doit être une sorte de lame un peu rétractible. Et du coup, elle la déplie et puis elle la soupèse un peu. Enfin, elle essaie de retrouver un petit peu le poids dans les mains pour être plus à l'aise lors du combat. Donc ouais, elle doit faire quelques passes d'armes, je pense, sans faire plus attention que ça à son adversaire, en essayant de méditer un peu, de se reconcentrer et d'être prête pour le moment en fait, d'avoir l'adrénaline la réserve d'adrénaline qui augmente et d'être prête à relâcher ça au bon moment. Ok. Ton adversaire, saisissant sa lame et la brandissant, la pointe vers toi et plisse un peu les yeux en disant eh bien, on va voir si la technologie Bayang résiste aux méthodes Prostom.
Défends-toi, ma belle. Et sur ce, le combat commence. Alors, sa façon de se battre est extrêmement brutale et extrêmement simple. Il y a peu de technique. Par contre, des muscles et des réflexes renforcés. Sa lame, qui passe de nombreuses fois très près de ton visage, comme si elle cherchait à te marquer, à notamment peut-être expulser ce masque. Et donc, ça tient en fait de quelque chose entre la rapière et le hachoir, tu vois. Par contre, il est probable que tu reconnaisses une odeur assez forte qui est dégagée par sa lame, et t'es à peu près persuadé qu'il y a une drogue quelconque ou un poison qui doit circuler dans les rainures qui la parcourent. Comment est-ce que tu gères ça, toi? Comment tu gères ce combat face à une brute de ce type? Est-ce que tu mets en avant? Ouais, ça va être tout le côté technique, en fait, tout le côté un peu esquive et déviation de lame. Donc en gros, ce qui fait qu'elle va s'essouffler, enfin elle va donner des grands coups, mais en fait je vais juste faire glisser la lame pour que du coup elle donne des grands coups dans le vent, quoi. Donc il y a vraiment ce côté, je le laisse un petit peu s'essouffler d'abord, juste pour trouver la faille, en fait, et du coup assez facilement, enfin on va voir, mais en gros pour ensuite la désarmer et puis pouvoir je pense que je vais quand même essayer de lui laisser une chance de se soumettre et pas forcément de la tuer quand même comme ça net. Donc ouais. Ok, bah écoute, tu vas nous lancer un 2d6 plus valeur pour affronter ton adversaire. On avait, je crois qu'on avait un Magnus qui voulait d'abord faire un flashback dans le flashback. Ah oui, c'est vrai, pardon, excuse-moi, oui, j'ai oublié. Tu fais bien. Sur ta lame aussi, il y avait du poison, en fait. Normalement, non, ça je pense pas. Du coup, quelques jours avant le duel, Magnus, pas du tout serein sur l'issue de cette confrontation, a pris des mesures. Alors ça va se jouer en 2 temps, on va voir comment on va décortiquer ça mécaniquement, mais en tout cas, le premier objectif pour Magnus, c'est acquérir, alors à voir si on l'a déjà ou si je dois faire quelque chose pour l'acquérir, mais en tout cas mon idée, c'est de mettre la main sur une drogue de conditionnement, sachant que c'est dans les objets interdits. Mais a priori, comme notre activité principale est la contrebande, j'ose espérer que on aurait ce genre de choses peut-être. Oui, il n'y a pas de souci pour moi, c'est vraiment votre cœur de maison. Donc... Ouais, donc Magnus va très certainement aller voir l'un des magasiniers de la maison qui s'occupe des stocks assez sensibles à ce niveau-là. Et je me demande si c'est pas toi, en fait, tout simplement. Ah ben oui. Puisque tu es le négociant principal qui est mis en avant. Logiquement, accès au stock, en fait, la question, c'est est-ce que tu le fais officiellement, ça rentre dans la comptabilité de la maison, ou est-ce que tu fais ça en douce? Non, justement, j'allais dire que j'efface les lignes d'entrée et de sortie concernant cette drogue de conditionnement, cette dose en tout cas. Ok. J'en efface les traces. Ok. Tu en effaces les traces, d'accord. Je suis pas sûr que ça se fasse comme ça, sachant que tu es toujours sous surveillance, quoi. Oui, totalement, donc, bien sûr. Donc il va falloir très probablement que tu te tires d'un mauvais pas de ce point de vue-là, quoi. Parce que c'est une situation quand même assez incertaine de savoir si tu vas laisser des traces ou pas. Totalement. J'étais en train de me demander si ton comment il s'appelle celui-là? Ton œil du marchand. Alors ça, je vais plutôt ne te permettrait pas d'avoir à peu près le même effet, quoi. Ouais, mais du coup, ça serait un peu moins, ça serait plus long, je pense, et ça serait moins intéressant que je. Oui, c'est plus pour se renseigner. Ouais, c'est plus pour se renseigner pour ensuite l'acquérir. Là, du coup, je tape direct dans les stocks de la maison et j'efface les traces. Ça marche. Donc effectivement, c'est assez incertain quant à l'efficacité de la falsification et le reste. Donc 2d6 plus fortune. Je suis à 2 quand même, fortune, c'est plutôt mon domaine. Bon, ça devrait bien se passer.
Et c'est un 10+ sur le fil. Magnus Fil. C'est un 10+. Eh bien... Donc sur un 10+, tu atteins ton objectif. Et tu peux me demander à quoi tu devrais faire attention dans cette situation. Je pense que tu devrais faire attention à une chose, c'est que certes, les espions enfin, les araignées espionnes de Yara te surveillent et t'as appris un peu à les gérer, visiblement. Mais il te semble assez clair qu'il y a d'autres surveillances qui sont en place sur vos activités. T'es pas bien sûr de qui. Mais en tout cas, tu es à peu près persuadé d'avoir bien fait d'effacer vos registres. Sinon, il est possible que quelqu'un d'autre ait été au courant et pas forcément à l'intérieur de la maison. Ok. D'accord, c'est Voilà. noté. Donc ouais, on doit voir Magnus faire rouler entre ses doigts la petite dose de drogue de conditionnement et appuyer sur la touche entrée de ce central pour effacer la ligne d'entrée et de sortie de cette marchandise. Et donc la deuxième étape, c'est de faire en sorte que mes contacts me ramènent cette fameuse Dame Cendre. Alors pour la faire courte et juste narrer, pour rebasculer quand même sur le duel, l'idée c'est que voilà, j'ai quelques hommes de main qui vont me l'amener dans un vieux garage miteux. Je vais lui injecter la dose si possible, mais en tout cas déjà, est-ce qu'ils arrivent à mettre la main dessus? Est-ce qu'ils arrivent à faire en sorte que je sois en contact avec elle? Mais genre opération masquée, kidnapping, etc. quoi, quelque chose de musclé. Peut-être que je sais pas comment effacer. Tu as des hommes à ta disposition? Alors, j'ai des rats dans la ville. Vous avez des affidés au bon endroit, prêts à vous épauler. Quand vous faites passer le mot qu'ils doivent vous rapporter quelque chose de précis, ça peut être une information, une personne ou un bien. Donc là, en fait, je leur demande de me rapporter Dame Cendre. Ok, j'avais pas pensé à l'utiliser comme kidnapping, mais ça m'a pas l'air... Eh ben, allons-y. Ouais, c'est le négociant borderline. Hein. Ok. Du coup, voilà, c'est vraiment... elle va être amenée de force, hein, style avec le pistolet laser entre les reins. Suis-nous, quelqu'un veut te voir. Quelque chose dans ce goût-là, quoi. Ça marche. Ah ben, on repart sur de la fortune, du coup. Ouais. Tac. Absolument. Plus fortune... C'est un 9. Je vois. Sur cette 9, je dois choisir une option. Soit mes affidés m'apportent exactement ce que j'ai demandé, soit j'évite de devoir rencontrer un intermédiaire ou dépenser un budget. Ça va rallonger un petit peu le truc, ou alors peut-être qu'on fera en sorte de mettre un intermédiaire dans les pattes, je sais pas, tu le verras. Le budget, je l'ai pas, je suis à sec. Et je vais pas emprunter à Yara. Et du coup... Ouais, je vais prendre qui me rapporte exactement ce qu'il me demandait, parce que si j'ai pas Dame Cendre, c'est pas possible, quoi. Il me la faut. Ok. Donc, tu peux me dire la complication, du coup. Ouais. L'idée, c'est que... Alors, attends. Ah bah si, voilà, c'est ça. En fait, la personne qui a permis de capturer Dame Cendre, et qui s'est très intéressé à ton affaire, c'est un type que vous connaissez, qui au moins de réputation, qui s'appelle le capitaine Linden, qui est un capitaine mercenaire, pirate, explorateur, tu sais, que vous aviez croisé hors du Dominion, et qui, par un coup du sort, se trouve en fait en train d'opérer sur cette station spatiale en terrain neutre, entre votre maison et celle de Prostom. Et tu sais clairement que lui n'hésite pas à attaquer les convois, que ce soit les vôtres ou ceux des autres. Et il se trouve que, il a intercepté le convoi qui devait amener Dame Cendre, et qu'il a accepté de te le... Comment dire ? De te la livrer, de laisser le convoi arriver à domicile, en échange d'un service futur. Ouais, je vois bien le genre. Hein. Je lui en dois une, tu c'est vois bien noté. Ouais. C'est ça. Et il a été très très courtois, il t'a dit « Oh, j'ai trouvé ça, au fait. Nous sommes des gens de bonne compagnie, et nous connaissons bien
les négociations tendues et le business. Par conséquent, écoutez, cette fois-ci, je vous rends votre cargaison, mais je saurai vous appeler quand j'aurai besoin d'aide. C'est bien noté, Voilà. cher capitaine Lyndon. Je vous en dois une. Merci pour ce service. Alors qu'on a peut-être en fond Dame Cendre attachée sur une chaise avec une cagoule sur la tête. C'est ça. Ce Et les débat. muscles tendus pour essayer de briser les liens, voilà. Du coup, ce qui va se passer, ça va être très bref. Magnus lui injecte la drogue de conditionnement. Immédiatement, Dame Cendre se détend et se retrouve presque en veille comme un serviteur électronique qui attendait un ordre ou quelque chose dans ce goût-là. Et là, j'ai juste à prononcer ce que je veux qu'elle fasse avec le déclencheur. Le déclencheur sera tout simplement une espèce de trois claquements comme ça, très bref, rapide. Et lorsque je ferai ça, elle devra baisser sa garde. Ça marche. Ou prendre 3 dégâts perforants. Exactement. Voilà. Yep. Ok, d'accord. Bah, pour l'instant, en tout cas, nous sommes donc de nouveau dans cette arène, avec ces coups brutaux, esquivés, parés, manipulés par Simorga, dont la technique domine visiblement le duel, mais il semblerait tout de même que la guerre éternelle ait quelques difficultés à affronter cette force de la nature, ou plutôt cette force de la modification de la nature, en quelque sorte. On va voir. Hein. On va voir. En tout cas, Magnus est beaucoup plus serein dans les gradins, quoi. Ça marche. Ouais, genre. Tes plans. A réussi à mener à bout tes plans. T'as de la chance que Simorga n'est pas au courant quand même. Oui. Mais peut-être qu'elle apprendra. Donc j'affronte un adversaire, je suppose, c'est ça? Oui, absolument. Et avec comme objectif de la désarmer, si j'ai bien. Ouais, avec comme objectif que de la soumettre en fait. Oui, c'est ça. Enfin, je dis oui, pas juste un désarmement, quoi. La faire tomber à ta merci. Okay. Ouais. Mais du coup, après, si elle veut... Oh bon, on va déjà... donc, c'est bon. Hop. Ah, c'est un 9. Eh bien, écoute. À toi de voir. Bah écoute, je pense que je vais devoir rester de marbre. Ce sera l'occasion de rester de marbre un petit peu. Ah, ok. Donc j'imagine que ça peut se manifester de la manière suivante, c'est-à-dire que tu vas, tu me dis si t'es d'accord évidemment, mais tu vas effectivement la désarmer, la soumettre, mais au dernier moment, elle va essayer de te griffer avec une espèce d'aiguille, et on va voir selon ton resté de marbre comment ça va se passer, quoi. Ok. Ça marche. Donc du coup... Donc c'est 2d6 plus discipline. Ouais, je regardais combien j'avais. Voilà, j'ai 1 en discipline. Et c'est un 8. Tu résistes, mais tu dois puiser dans tes forces. Est-ce que c'est moi qui choisis l'état ou est-ce que c'est toi? J'aurais tendance à dire que c'est un peu selon la fiction en fait. Donc du coup, ouais. Après si tu vois, vu ce que t'as décrit du coup, donc en fait techniquement c'est toi qui choisis puisque c'est toi qui viens de décrire la fiction. J'aurais tendance à dire que c'est quoi? Ce serait blessé a priori. Oui, j'étais en train de m'interroger sur le fébrile, mais ça correspond pas. Donc ouais, tout à fait. Blessé. Bah tu peux cocher blessé, ouais. Et tu sens donc cette aiguille qui pénètre tes chairs et un violent poison qui commence à les nécroser. Voilà. Et un affaiblissement général de ta condition physique alors que elle est désormais à ta merci. Ouais. Qu'est-ce que tu en fais d'elle? Bah du coup c'est le moment où du coup je lui laisse la possibilité de se rendre en fait. Parce qu'elle vient d'être défaite, donc j'ai tendance à dire que le duel a été réglé
l'honneur de Magnus a été restauré. Elle a perdu, mais elle n'a pas besoin de perdre la vie pour autant. Elle jette un œil dans les tribunes, dans les gradins, vers la représentante de la maison Prostome, Rani Prostome, qui hoche la tête doucement. Et du coup, elle incline la tête face à toi et elle dit j'ai perdu. Que fais-tu ensuite? Ok, bah du coup, je pense qu'on voit Simorga qui lui fait un petit signe de respect entre combattants, tu vois, genre tu t'es bien battu, ça a été un honneur de combattre face à toi. Et puis qui va reculer doucement pour s'en aller, quoi. Ok. Je pense qu'on peut fermer cette scène-là, à moins que vous ayez quelque chose à ajouter. Notamment du coup, Magnus, Simorga, si vous avez à discuter entre vous. Du coup, je me dis que ça sera intéressant d'en rediscuter lorsqu'on sera sur le trajet en X, pour remettre dans le contexte. Pour avoir une discussion de ce moment-là dans la navette. Ouais. Il me semblait qu'on partait vers... Ah, mais vous êtes arrivé même. Ah oui. Okay. Je te rappelle que vous êtes arrivé jusqu'à un endroit qui s'appelle la Maison des Fleurs, dans laquelle vous devez rencontrer sous peu Mr. Garat Bayang. Et vous avez eu aussi l'occasion de vous faire saluer en langage de bataille par un des gardes de la maison Feldin prêté à la maison Bayang, ou engagé par la maison Bayang, dissidente, qui travaille pour Yara. Voilà, pour tout recontextualiser. Ok, bah parfait, je pense qu'avant qu'on rencontre Garat, on échangera sûrement quelques mots à ce moment-là. Tout à fait. Du côté de Yara et Ekos, vous êtes donc arrivés sur Parvati. Et pour le moment, vous êtes dans une période d'attente avant qu'on ne vous accueille pour la série d'alignement des lunes qui devrait avoir lieu sous peu. Voilà. Est-ce que vous avez quelque chose de particulier à faire dans cette planète palais dans lequel le prince Nico va vous recevoir avec sa cour, sachant que je crois que ce qui inquiétait Ekos en particulier, c'est d'arriver dans une position de faiblesse et que pour le moment, vous n'avez pas de nouvelles comment ça s'appelle, de l'opération sur Nyx et des négociations avec les Bayang dissidents. Voilà. J'aimerais bien que, par exemple, Ekos nous dise comment il se sent, comment ça se passe, cette attente dans ce lieu de luxe. Je pense que je dois me ronger les ongles. Je guette les communicateurs, espérant avoir des nouvelles d'un moment à l'autre de Magnus et de Simorga. Mais comme il reste malheureusement muet, eh bien, mon état de stress ne cesse d'augmenter. Je dois passer en revue plusieurs fois les quelques troupes que j'ai ramenées. Et puis, il y avait... je pense que je vais m'isoler afin d'enfiler cette relique ancestrale, là, cette espèce de pièce d'armure, sorte de haut de torse, épaulière en pierre ciselée noire. Mais vous m'aviez rappelé là que c'était d'usage assez contraignant, les reliques, en termes de process un peu religieux. Du coup, je pense qu'il y a tout un tas, je dois avoir quelques pages et serviteurs qui m'y aident, mais il y a tout un tas de rites au moment de l'enfiler, et puis ça doit prendre un certain temps, et je pense même que, connaissant la glauquitude de la maison Bayang, c'est une pièce qui doit être à moitié fichée dans mes chairs, quoi.
c'est ce qui prend tant de temps et ce qui demande. Mais en gros, c'est une pièce à part entière de notre cité interdite. Et avec elle, à moitié. En tout cas, une partie de l'esprit des ancêtres de la maison. Tu es d'ailleurs, à partir du moment où on fixe cette pièce dans tes chairs, par un processus probablement chirurgical, en partie, j'imagine que d'ailleurs la douleur qui accompagne ces moments-là ne s'estompe pas, et à partir du moment où donc la relique entre en contact vraiment intime avec toi, tu vas commencer à entendre des murmures un peu indistincts. Voilà, et j'aimerais bien aussi savoir si Yara est avec toi pendant cette cérémonie. Je vais lui laisser choisir, peut-être a-t-elle des précautions à prendre, peut-être... Eh ben, moi j'avais plutôt envie tu nous avais dit que nos déplacements étaient contrôlés à l'endroit où on nous avait demandé d'attendre. Absolument. Et du coup, je pense que moi je suis allée me promener donc dans les limites autorisées pour peut-être disséminer quelques petites araignées pour qu'elles écoutent peut-être aux portes, essayer d'en savoir plus sur les intentions de Nico à notre égard. Mais je peux peut-être faire ça avant qu'il aille enfiler cette relique qui lui mange les chairs là, pour peut-être être effectivement présente pour le rituel. Je sais pas, est-ce que c'est... Enfin, moi je pense que ça pourrait être intéressant, mais je sais pas si les deux peuvent être faits. Oh, bien pas, pour moi rien ne s'y oppose, surtout que Ecos nous a bien dit qu'il attendait un petit peu avant de se prêter au rituel, puisqu'il attendait des nouvelles des deux autres, donc il n'y a pas de souci pour moi. Ok, bah oui, je pense que je suis présente pour le rituel. Et ça surtout marche. Pour surveiller peut-être qu'il y ait personne d'extérieur à la maison et aux pages présents qui puissent y assister et voir ce qu'il en est des secrets de la maison Bayang. Est-ce que tes araignées que tu dissémines au préalable, est-ce que tu prends des risques? C'est-à-dire, est-ce que tu les envoies vraiment espionner, ou est-ce que c'est, je sais pas, de façon plus sécurisée, c'est-à-dire que globalement, tu n'apprendras probablement pas grand-chose de sensible, mais tu auras peu de chances de te faire repérer, quoi. Alors, je pense que je prends des risques, surtout parce que je l'ai un peu mauvaise de ne pas avoir été prise au sérieux, en fait, auparavant par Dorothy et ses espions, enfin son espion. Donc, j'ai envie de me prouver aussi à moi-même que je suis capable de prendre des risques dans des situations où avoir des informations est important pour la maison. Ok. Bah écoute, on va gérer ça par le maître des petites souris, enfin la maîtresse des petites souris. Ouais. Et voilà, donc j'espère que tu vas réussir. Bah, j'espère aussi. Faut juste... C'est de discipline. Ouais. Hop là. C'était pas ça. Parce que ça peut influencer fortement le déroulement de cette fameuse cérémonie religieuse de grève de reliques. Je sais pas si ça a marché. Je vois pas le résultat. Oh zut. Toujours... Bon. Je relance mon Miro, désolé. Ça marchait tout à l'heure. Ouais. Faisons autre chose entre-temps. Oui, il n'y a pas de souci. Donc du côté d'Ecos, je t'avais interrompu pour te préciser pour les voix, mais tu allais continuer, je crois. Non, oui, j'allais, je pense, mentionner des voix, ou en tout cas des manifestations. D'accord. Peut-être les esprits, en tout cas à mes yeux, je sais pas si les autres les voient ou si c'est la douleur qui me fait cet effet, mais j'ai l'impression qu'il y a des espèces de volutes diaphanes qui se répandent derrière moi à partir de cette pièce d'armure, un peu comme une cape, mais qui sont mouvantes, et j'y vois un peu les ombres ou les visages de certains de nos ancêtres. Dans le Dominion, il y a des croyances assez répandues autour de la présence des mânes des ancêtres qui veillent sur leurs descendants, à condition qu'on respecte les cérémonies nécessaires, notamment certains sacrifices, certaines cérémonies, etc. Et il y a des maisons qui sont spécialistes de cette communication
leurs ancêtres. Ok. Donc, nous avons un 12 Oui. pour Yara. Tu as donc le droit de poser 2 questions dans la liste. Ouais. À propos du seigneur Nico, donc. Oui, effectivement. Donc, je voudrais savoir quelle est sa principale motivation quant à cette rencontre. Déjà dans un premier temps. Ok. Alors, tes araignées vont surprendre des communications écrites entre les espions de la maison qui, en fait, envoient leur rapport au maître espion de Nico, donc pas directement à lui. Il vous fait surveiller, évidemment, hein, ça c'était à peu près évident. Et dans les messages que tu réussis à intercepter, il semblerait que il s'intéresse beaucoup à vous, il s'intéresse énormément à Ecos. Globalement, ce qui est dit, c'est que soit vous êtes suffisamment fort pour reprendre les rênes de la maison, soit il soutiendra Garat directement. Et il attend cette rencontre pour fixer son choix, mais il y a des signes assez inquiétants de ce point de vue-là sur... comment dire ça ? Globalement, il y a des allusions sur le fait que vous risquez de ne pas quitter ces lieux et que des accidents sont vite arrivés, quoi. J'exagère un peu parce que c'est plus subtil que ça, mais c'est un peu l'idée. Donc sa motivation principale, c'est savoir si vous êtes assez fort pour reprendre les rênes de la maison Bayang dans le Dominion. Et s'il juge que vous ne l'êtes pas, eh bien il mettra Garat à la tête de la maison. Ok. Et ben, du coup, j'aimerais savoir en quoi est-ce qu'il m'est vulnérable, enfin nous est vulnérable peut-être. Je sais pas si ça concerne que moi là dans ce cas de figure précis. Il vous est vulnérable par un biais qui est finalement assez inattendu peut-être, étant donné le personnage, qui est que Nico, il a une fille illégitime, qui est la princesse Tia, dont vous avez déjà entendu parler, qui doit épouser Garat. Et que, bon, s'il soutient Garat, ce mariage se fera et il ira jusqu'au bout, mais l'avis de Tia est très important pour lui. C'est-à-dire qu'il a en tête quand même l'idée d'un avenir confortable pour elle. Et ça, c'est pareil, hein, tu peux le savoir parce que tu te rends compte qu'elle est surveillée, protégée en permanence par beaucoup plus de gens que les autres membres de la maison impériale présents ici, qu'elle n'a visiblement pas la position qu'aurait sa fille officielle et son héritière, mais qui s'intéresse beaucoup à elle, qui lui rend visite et qui discute beaucoup. Et notamment, tu dois avoir vraiment une espèce de surpris peut-être par une araignée, une espèce de scène tendre de la vie quotidienne entre un père et sa fille, et la promesse qu'il la forcera pas si jamais elle est absolument contre cette union. Voilà. Ok. Donc voilà en quoi il est vulnérable, c'est-à-dire qu'en gros, si vous arrivez à faire en sorte que Tia rejette l'union, c'est un autre moyen de contrer les plans de Garat, quoi. Ok, intéressant. Bon, très bien. Du coup, je pense que pendant ou juste avant peut-être les rituels, pour bien mettre en garde Ecos, je lui dis qu'il va falloir qu'il soit ferme et qu'il montre toute la confiance en lui qu'il a à l'intérieur de son corps de golem pour impressionner Nico et qu'il nous préfère aux autres en attendant de savoir si on va sceller ou pas une alliance avec les Bayang dissidents, quoi. Ok, ça ne renforce que, à mon avis, les rituels religieux. je Ouais. prie. Tu pries. Alors attends. Ah oui, tiens, question à l'auteur du jeu, à Kelren.
Les rituels auxquels la maison a accès, tu nous dis dans le bouquin qu'ils ont accès à déjà un rituel auquel tout le monde a accès, mais les autres, comment sont-ils découverts ou appris, etc. Question que... je sais plus, probablement soit par la fiction, soit il va je vais regarder parce que je me souviens plus. D'accord, voilà. Faut que j'aille lire. Tu me diras si tu retrouves l'info, parce que je me posais cette question-là. Et comme je suis pas dans dans ma configuration habituelle, on va dire que je n'ai pas la capacité. D'accord. Voilà. Ok. Donc, le rituel se conclut avec la fixation de cette pièce d'armure. Tu sens donc la présence de tes ancêtres autour de toi, et malgré les heures qui ont été passées à ça, malgré le fait que tu sois prêt à aller voir Nico, pour le moment, personne ne vient vous chercher. Il semblerait, si vous vous renseignez, en tout cas le protocole vous dit que on viendra vous chercher d'ici quelques heures. Ok. Et est-ce on a réussi à se faire confirmer l'heure de l'alignement? Enfin, ça coïncide, quoi. Ça coïncide, ouais, tout à fait. Il n'y a pas de piège, apparemment. Il n'y a pas de piège, apparemment. Prendre notre mal en patience. Je pense qu'on va peut-être... est-ce qu'on repasse sur la négociation avec la maison Bayan, ou est-ce qu'on avance un peu On peut rester sur Bayang si vous voulez. Je pense que c'est pas mal, parce qu'après ça nous permet d'enchaîner. Vous aviez donc une discussion à avoir, Simorga et Magnus, avant d'aller rencontrer Garat, justement. On prend peut-être nos quartiers dans un pavillon de chasse qui sert un petit peu d'annexe à cette grande demeure aux fleurs. De l'autre côté des jardins, très arborés, même si bon, ils n'ont plus le faste d'antan. Et je dois m'approcher de toi, Simorga. Peut-être que tu es en train de déballer certaines de tes affaires. Et je te dis, j'ai pas eu l'occasion de te remercier réellement. Mais sache que ce que tu as fait pour moi, je ne l'oublierai jamais, Simorga. Donc ouais, du coup, elle cesse de déballer ses affaires. Donc à nouveau, elle a repris, elle a remonté au niveau de la bouche, la partie du masque en fait, c'est une partie un peu mobile. Donc du coup, on peut la voir. Enfin, c'est plus facile quand elle parle. Par contre, effectivement, il y a toujours ce masque qui recouvre son visage, donc c'est assez difficile de voir vraiment quelle émotion elle peut avoir. Elle, je pense qu'elle, je pense qu'elle va essayer de, on va s'amuser un petit peu. Je pense qu'elle essaye de te sonder un petit peu, c'est-à-dire d'essayer de voir si tu le penses vraiment ou si c'est juste une façon de parler. Elle a cette curiosité, je pense. Genre, est-ce que elle se retourne, elle reste silencieuse et en fait, elle prend un instant pour voir si tu es sincère à ce moment-là, en fait. Okay. Du coup, ça, je pense que ça doit être un petit peu, ça peut te mettre un peu mal à l'aise parce qu'en fait, t'as vraiment cette espèce de visage un peu sans émotion qui se pose sur toi et qui va essayer de te sonder. Ok, parfait. J'ai une personne plus finesse donc. Ouais. 6 mois. J'ai en finesse. Toujours. C'est pour ça que ils sont deux. J'ai quand même une question. Par contre, j'ai en plus, je crois que si je dis pas de bêtises, j'ai l'ascendant sur toi. Ouais, donc je vais en profiter honteusement. Qu'est-ce que
qu'est-ce que tu penses véritablement à propos de Simorga? Je pense que Magnus a encore ces reflux du passé qui ne cessent de l'assaillir quand il voit Simorga. Ils ont vécu une histoire d'amour brève mais passionnée. Et même si c'est pas la même, certaines de tes mimiques, là, la manière dont tu as sorti peut-être tes affaires très précautionneusement, etc. Ta gestuelle et certaines de tes phrases, à chaque fois, provoquent chez lui une vague de nostalgie et d'amour un petit peu aussi. Et il a énormément de mal à le gérer. Il sait pas trop comment s'y prendre parce que c'est plus elle. Et ouais, il est un peu perdu là-dessus. Ok. Du coup, je pense qu'elle doit... je pense qu'elle va se rapprocher de toi de cette manière toujours presque un peu silencieuse et un peu assez souple. Enfin, vraiment... Mais tu la vois, je pense, qui semble hésiter quand même. C'est-à-dire que son mouvement d'abord, d'habitude, qui est assez fluide en fait, semble un peu... semble hésitant, semble... peut-être que t'as comme une sorte d'impulsion au début, puis elle s'arrête et puis elle reprend, elle se rapproche de toi en fait. Et je pense qu'elle va, je pense qu'elle va retirer son masque en fait, lentement, et puis donc je sais pas si tu l'avais déjà vu, si tu avais vu son visage auparavant ou pas. Non, peut-être pas, non, parce que du coup on se croise souvent en fonction officielle entre guillemets, donc non, je pense pas. Ok. Mais du coup, ouais, je pense qu'elle retire son masque et après, je pense qu'elle va approcher ses lèvres d'Étienne. Ouais, Magnus a un moment d'hésitation, un frémissement de peur, d'inquiétude, et puis je pense qu'il embrasse Simorga, ouais. Et puis il prend la tête de Simorga après l'avoir embrassé et lui dit de toute manière, je sais très bien qu'il ne pouvait rien t'arriver sur ce combat-là. Tu es une fabuleuse guerrière. Je n'aurais pas fait le quart de ce que tu as fait. Merci. Je vais faire une sorte de presque une petite révérence, tu vois, genre c'est un plaisir de servir. J'espère que tu feras bon usage de ton nouvel honneur. Oui, je pense que cette épreuve m'aura servi et désormais je vais tenter de mener mes affaires ainsi que celles de la maison de manière un peu plus droite, Simorga. En tout cas, je ne prendrai plus le risque d'une telle épreuve et encore moins de te mêler à tout ça. Je ne le supporterai pas une seconde fois. Je pense qu'elle a un grand sourire. Alors, il va... Attends, ça assure un peu, si tu peux répéter s'il te plaît. J'ai un sourire. Elle a un grand sourire, ce qui lui arrive assez rarement. Okay. Donc du coup, elle opine du chef. Et on voit qu'elle est satisfaite par cette réponse. Ouais, et je pense que je vais vous interrompre une seconde pour juste signaler le fait que une des tablettes de données de Magnus, qui est posée en évidence sur une table, s'allume à ce moment-là, et qu'on voit distinctement une photo d'un entrepôt sordide dans lequel on voit juste sur une chaise
attaché un sac sur la tête, une silhouette qui ressemble énormément à Cendre. Et tu vois, la tablette s'allume parce qu'il vient de recevoir un message en fait. Et j'imagine que, et en fait, le regard de Simorga tombe dessus à ce moment-là. Voilà. Quel enfer. Ouais, on peut basculer sur. Je sais pas. Sur une pause. Non, sur. Non, peut-être sur Yara Écosse là. Je sais pas comment. Ouais. Trop de tension là. Ça te va, Simorga. C'est Barbara. On coupe. Voilà. Ouais, ça marche. Ah, quel enfer. Scène suivante, toujours pas de nouvelles de Simorga et Magnus, qui devraient de toute façon soit arriver sur Parvati, soit envoyer un messager pour vous tenir au courant, hein, parce qu'il n'y a pas de communication directe interstellaire. On finit par venir vous chercher pour vous mener dans la grande salle de réception. Il y a quand même un truc qui peut peut-être pas vous inquiéter, mais ouais, il est quand même assez tard. L'alignement a commencé et il est à peu près clair pour vous que vous n'arriverez pas au début de la fête. Voilà. Ok. Et donc des serviteurs viennent vous chercher dans un véhicule tout à fait luxueux, confortable, qui prend son envol avec des ailes mécaniques qui battent très très vite, hein, façon un peu insecte, ornithoptère, etc. Et vous allez survoler en fait des jardins merveilleux jusqu'à arriver dans une espèce de grand amphithéâtre au cœur de ces jardins. Sur la scène, on peut apercevoir un trône sur lequel il y a le seigneur Nico, quelques conseillers et proches de sa famille autour de lui, et ils font face à la foule, et on vous fait entrer, vous, par une porte qui est taillée dans les escaliers de cet amphithéâtre, un petit peu comme si vous entriez sur un ring, quoi, quelque part. Et au moment où vous passez la porte, vous allez pouvoir me dire comment vous vous présentez, etc. Mais il y a un crieur qui va annoncer Ekos Bayang, prétendant au titre de seigneur de la maison Bayang. Et les regards qui vont se tourner vers vous. Et donc devant vous, une allée qui va vous permettre de vous retrouver face à ces trônes en contrebas. Et évidemment, on s'attend à ce que vous saluiez tout le monde. Voilà. Alors, comment vous vous présentez? Quelle est votre réaction face à cette annonce particulière? Putain, on nous crache à la gueule d'entrée, quoi. J'ai une petite question, juste, excuse-moi. Est-ce que c'est à ce moment-là où on doit décider si Garat est à leur côté en tant que suite ou plus tard dans la soirée, juste histoire que ce soit fixé, savoir à quel moment on doit le déterminer? Il va falloir qu'on le détermine. En tout cas, pour l'instant, peut-être est-il à vos côtés, peut-être pas. Pour l'instant, on le sait pas vraiment, quoi. D'accord, ok. Et je pense qu'on va. Ce qu'il est probable, c'est que s'il est présent, il s'est éclipsé et il reviendra un tout petit peu plus tard. Et je vous expliquerai pourquoi le cas échéant. Voilà. Parfait. Merci. Donc voilà. Écoute, moi je vais un peu faire dans un premier temps. Je pense que du coup les guerriers qui m'accompagnent et l'entourage proche et etc. me regardent d'un air interrogatif à l'entente de la présentation qui nous est faite. Je vais choisir de l'ignorer dans un premier temps, jusqu'à pouvoir entamer la conversation avec Nikos. Mais du coup, oui, je pense qu'on va essayer de garder au moins les apparences. Donc,
faire l'entrée la plus digne possible au milieu de tout ce faste et un peu de cette fête luxueuse, y amener notre petite touche sombre des confins de la galaxie, quoi. Donc, oui, peut-être s'il y a une musique ou je sais pas quoi, mais avoir un pas un peu plus lent, que ça soit quasiment processionnel, et essayer de mettre un peu cette salle à notre tempo. Vas-y. Non, voilà. J'allais dire que le choix que tu as fait de porter cette relique porte ses fruits, puisque les gens reconnaissent que c'est un objet ancien, ils sentent la présence des mânes de tes ancêtres autour de cette relique, et certains d'entre eux doivent se rendre compte de ce que tu as dû subir. Et donc tu commences à t'engager avec un pas plus lent pour essayer de marquer la foule. Et effectivement, comme Caroline nous le fait remarquer, je pense que c'est tout à fait rester de marbre, parce que là tu dois résister à une épreuve sociale, et peut-être mentale, mais en tout cas sociale, face à l'insulte qui t'est faite. Et est-ce que tu vas réussir à résister en fait à la colère qui monte peut-être en toi, ou à la peur? Enfin, tu nous diras comment tu te sens, quoi. Ouais. Okay. En fait, sur 10+, tu résistes sans rien laisser paraître. Ok. C'est donc 2d6 plus discipline. Rester de marbre. Ce qui est mon point fort. Normalement. Ça tombe bien. Ouf. Ouais. Ah bah. Alors, ce qui est particulièrement intéressant, je vais te laisser décrire comment ça se passe, mais donc tu laisses rien paraître, et en plus, on nous dit, le cas échéant, tu prends l'ascendant sur ton tourmenteur, et je pense que tu peux prendre l'ascendant sur Nico, parce que visiblement tu l'as influencé favorablement par ta résistance, quoi. Donc vas-y, donc tu réussis en fait ton objectif, qui était de mettre un petit peu la salle à ton tempo, quoi. Et je pense silence, qu'il y a une espèce de, malgré peut-être y a-t-il au départ une musique un peu festive, mais nous-mêmes on a un peu des litanies qu'on s'en vient chanter, de voix gutturale, quoi, qui accompagnent notre procession, et lentement, alors peut-être par des moyens technologiques, du coup on fait monter le volume jusqu'à couvrir un peu, et du coup les musiciens s'arrêtent de jouer pour ne laisser place qu'aux litanies scandées par notre suite, quoi. Et puis oui, je pense que je marque bien c'est-à-dire que il est évident du coup que la relique est active en termes quasi magiques, quoi, mais on voit aussi la souffrance qu'elle m'inflige. Peut-être ai-je quelques gouttes de sang qui coulent encore le long de mes bras, et qui marque un peu le calvaire que je suis en train de vivre, et qui finit de créer la différence avec cette ambiance légère qu'il y avait dans le lieu, et avec l'arrivée de ce qu'est vraiment la maison Bayang et son princesse. Donc je me tiens, moi je ne vais pas me marquer de déférence particulière, simplement on prend place au centre, face au trône du Seigneur Nikos, et je joins les mains face à moi, simplement attendant que la discussion s'ouvre, mais dans un silence de mort, au moment où nos suivants cessent les chants. Et un silence effectivement s'installe dans la pièce, et il n'est troublé que par le bruit discret des gouttes de sang qui tombent de tes bras sur le sol. Et c'est un bruit qui, normalement, on ne devrait pas remarquer, mais là qui semble un peu assourdissant, marquant le rythme de cette attente. Nico a un petit sourire, et il plisse les yeux. Donc son visage... c'est un homme assez bien en chair,
un visage marqué par les nombreux sourires et des rides de rire au coin des yeux. Il n'est pas très grand, mais il dégage une espèce de calme et d'assurance, comme on en voit assez rarement. C'est quelqu'un qui semble se tenir un petit peu au-dessus de la foule, contrairement à beaucoup de courtisans qui sont toujours sur le fil pour essayer de gagner l'ascendant sur les autres, etc. Il te fait un petit signe de tête. Seigneur Écosse, je vous remercie d'avoir accepté mon invitation et la maison impériale est heureuse de pouvoir accueillir à nouveau la maison Bayang au sein du Dominion, et nous avons hâte que vous nous fassiez part des nombreux voyages que vous avez pu... j'allais dire subir ou dont vous avez pu profiter lors de votre long exil. Apportez une chaise pour le seigneur Bayang. Et il y a des serviteurs qui se pressent autour de toi et tu vois, qui t'apportent une chaise confortable, qui tiennent des plateaux avec des rafraîchissements pour toi et pour ta suite. Et visiblement, ils semblent prêts à discuter avec toi. Ok, mais si du coup je m'assieds, en fait, la fête reprend son cours et on discute un peu en aparté, ou est-ce que... Non, pour l'instant, la conversation a l'air d'être... d'être au centre. Au centre des préoccupations des invités. Probablement que ça va bouger, mais pour l'instant c'est comme ça. Ok, pour m'en assurer, je vais rester debout, c'est-à-dire qu'il s'affaire autour de moi et me présente cette chaise, mais ouais, je vais rester debout face à lui, quoi. Et, je vais lui demander... attends, il faudrait que... Avant d'avancer plus avant, Seigneur Nikos, j'aimerais que soit éclairé pour ma propre âme, mais pour celle de mes ancêtres et celle de mes suivants, ce malentendu quant à cette question de prétendant. Oh oui, écoutez, c'est les convenances, c'est le protocole qui l'exige. Après tout, votre cousin Garat a déposé il y a quelques semaines une requête auprès du Sénat d'examen de la légitimité de votre position au sein de cette maison, et en attendant que cette requête soit traitée par les services chargés de vérifier ce genre de choses, vous êtes officiellement pour le décorum du Dominion, prétendant au trône de la maison, de même que Garat est prétendant lui-même au trône de la maison. Évidemment, si vous arrivez à régler entre vous ce problème, l'affaire sera réglée beaucoup plus rapidement. N'en prenez pas ombrage. Après tout, c'est un moyen pour vous de montrer que vous êtes capable de prendre l'ascendant sur cette maison. Là, je pense que mon ton de voix augmente simplement pour m'adresser autant à l'assemblée présente qu'à lui. Et je vais dire que cette... comment dire, qu'est-ce qu'il a soumis au Sénat? Une requête d'examen de la succession de la maison. Ok. Cette requête ne fait aucun sens. Ce Garat dont le nom m'était encore inconnu au moment de revenir des confins, règne sur une ruine. Un port Satiwan s'est laissé porter par le destin pendant des centaines d'années et revient aujourd'hui. Je prends ombrage, et les habitants et les sujets de la maison avec moi, de cet accueil qui nous est fait au moment de revenir d'un si long exil. Et je m'assieds. Il hoche la tête, tu sais, sans trop commenter tes paroles.
Et effectivement, autour de vous, il fait un petit signe et la fête reprend et les gens se désintéressent. Enfin, en apparence, les gens se désintéressent un peu de vous. Voilà. Je pense qu'on va pouvoir revenir sur les autres. Parce que là, il va être important de savoir si Garat est de votre côté ou pas. Est-ce qu'on le fait, est-ce qu'on enchaîne direct ou est-ce qu'on se fait une petite pause maintenant? Oh oui, tiens, on peut faire Comme vous le sentez. Ouais. Pas mal, ouais. On reprend avec Simorga et Magnus, c'est très bien. 5 minutes de pause. Voilà, ça fait plus de temps pour absorber l'affaire. Le joueur et Magnus ont besoin de rester de marbre. Allez, à tout de suite, 5 minutes de pause. Hop, c'est bon.